notre dernier invité, Cédric Lampron, qui se pose des questions quant à la diffusion de l'histoire à l'extérieur de l'université. C'est un questionnement qui, à ma connaissance, le motive depuis déjà plusieurs années et qui, pour tenter d'en saisir les enjeux et de tenter de trouver une méthode, il a passé et poussé plusieurs tentatives, dont notamment à la radio, où il co-animait une émission intitulée « Aux cinq coins de la table ronde », la radio universitaire ici. Et présentement, son dernier dada, si je peux le dire ici, c'est de tenter de vulgariser l'histoire à l'Université du troisième âge, ici, à l'Université de Sherbrooke. Donc, Cédric vient de compléter. Il reste à corriger. Il reste à corriger, parfait. Son mémoire de maîtrise sous la supervision de Louise Bienvenue, ici. Il s'intéresse à l'histoire sociale et l'histoire des conflits. D'ailleurs, son mémoire de maîtrise s'intitule « Des identités dissonantes, point d'interrogation, l'État canadien et ses vétérans, 1917-1920 ». La parole est à toi pour un court 15 minutes. D'accord. Bien, merci beaucoup. Avant de commencer, donc la présentation que je vais faire va parler de comment vulgariser l'histoire, garder vraiment une interaction avec le public, garder des images, un PowerPoint fort, donc à l'extérieur de l'université, mais comme je suis dans une université, je vais lire une feuille pendant 15 minutes pour complètement détruire ce que je viens de dire. Donc, bonjour, mon nom est Cédric Lampron, comme Félix l'a si bien lit sur sa feuille, étudiant à la maîtrise de l'histoire à l'Université de Sherbrooke sous la direction de Louise Bienvenue. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'allume particulièrement. Il s'agit de la diffusion de l'histoire par l'entremise de la vulgarisation scientifique. C'est un sujet que je trouve qui s'arrime bien au thème du colloque, mais qui surtout vient me rejoindre dans mes valeurs profondes et à la racine même de mon engagement. Je suis convaincu qu'il est de notre devoir de s'appliquer à diffuser le plus possible l'histoire à l'extérieur des sphères académiques conventionnelles pour qu'un plus large public puisse y avoir accès. C'est donc cette optique que je vais déconstruire devant vous mon expérience de chargé de cours à l'Université du troisième âge pour partager les défis que représente la vulgarisation scientifique pour un étudiant de maîtrise, mais aussi pour susciter une discussion sur les moyens que nous pourrions utiliser pour peaufiner nos méthodes de diffusion. Ma présentation se fera donc en deux étapes. Tout d'abord, je vais présenter mon parcours personnel, ma position privilégiée qui m'ont beaucoup aidé à être en mesure de faire passer un message scientifique à un groupe non initié. De plus, je vais démontrer comment mes divers emplois et activités à l'extérieur du cadre académique ainsi que ma formation universitaire m'ont donné une base solide pour présenter un cours à l'Université du troisième âge. Et finalement, c'est la grosse partie du texte, j'aborderai les défis qui représentent la présentation d'un cours à un public non initié, mais aussi comment je prépare ces cours-là. Parcours. Donc, mon parcours universitaire, baccalauréat et maîtrise en histoire à Sherbrooke, m'ont clairement fourni les connaissances et les acquis pour être en mesure de faire de la recherche, rédaction, synthétiser mes résultats pour les rendre les plus accessibles possibles. J'ai rapidement découvert au cours du baccalauréat que j'adorais préparer et présenter des oraux. C'était la partie préférée de chaque cours. Je mettais beaucoup plus de temps que j'aurais dû à préparer mon oral qu'à pour réviser les examens. Ce qui m'intéressait le plus, c'était de trouver une façon accrocheuse pour présenter mes données. J'aimais aussi beaucoup les défis que représentait la tâche de savoir comment où couper pour ne pas alourdir l'ensemble de la présentation. Le fait d'avoir un public captif, un peu comme en ce moment, était aussi très commode. Durant la majeure partie de mon parcours universitaire, j'ai aussi participé à diverses émissions de radio sur les ondes de CEFAC, Radio Universitaire de Sherbrooke. J'ai abordé des sujets historiques, mais aussi technologiques. Là encore, il était essentiel de bien vulgariser les sujets pour que je présentais, en partie à cause des contraintes de temps qui venaient avec le médium, mais aussi par le simple fait qu'on ne connaît pas vraiment ses auditeurs. Il faut donc faire un effort supplémentaire pour que les sujets qu'on aborde soient le plus clairs possible. De plus, il est fort probable que l'auditeur en tant que tel soit en train de changer de poste et de tomber par hasard sur votre dite chronique. Dans ce cas, l'auditeur a encore moins de contexte, donc important de bien vulgariser. Cependant, ce qui m'a plus préparé à être en mesure d'assumer la charge de cours à l'UTA est, à mon avis, un cours de deuxième année de bac, savoir diffuser l'histoire, en plus de mon emploi de guide animateur que j'ai occupé par la suite au musée J. Armand-Aubardier. Le cours était donné par Mme Sophie Charbonneau, qui est par la suite devenue la patronne au musée. Dans ce cours, on apprenait comment être en mesure de diffuser l'histoire à l'aide de l'expérience de Mme Charbonneau dans les musées, mais aussi en étudiant les écrits des théoriciens et théoriciennes de la pédagogie muséale. Tout d'abord, elle nous a présenté les écrits de Freeman Tillman, un Américain et un des pionniers de l'interprétation muséale, qui a façonné l'approche utilisée pour les parcs nationaux américains avec son ouvrage fort et pionnier Interpreting Our Heritage en 1957. Donc, c'est là que je sors mon accent anglais fameux. Donc, la grosse citation de Tillman, c'est « True Interpretation Understanding, True Understanding Appreciation and True Appreciation Protection ». En gros, pour Tilden, l'interprétation muséale, pour notre cas, l'interprétation de l'histoire, n'occupe pas simplement une fonction d'éducation. Elle permet aussi d'apporter des changements concrets dans notre société pour le mieux. En comprenant l'histoire, on comprend à l'apprécier et ainsi à la protéger. Pour moi, ce cycle d'interprétation, compréhension, protection est primordial dans mon enseignement. À la fin de chaque cours, si j'ai réussi à démarrer ce cycle dans l'esprit des gens, je considère que j'ai réussi ma mission.
Par la suite, Sophie Charbonneau nous présentait les écrits de Marie-Thérèse Bournival et Monique Camiran, deux femmes qui œuvrent en muséologie. Pour elles, il existe 3 types de publics. Les sensitifs, ceux qui doivent toucher pour comprendre, les cognitifs, ceux qui veulent juste des données brutes pour comprendre, et les émotifs, ceux qui veulent savoir l'histoire, les biographies derrière les gens pour comprendre. Je définis très, très grossièrement ici, mais l'important est de savoir qu'il existe plusieurs types de personnes qui apprennent de manière différente. Avec cette information, il est de devoir de la personne qui communique d'essayer le plus possible d'adapter son message pour qu'il rejoigne le plus de gens possible. De cette façon, une partie du travail est faite en amont par le communicateur ou la communicatrice, ce qui permet une compréhension plus facile pour le public. Donc là, on rentre dans la partie intéressante du sujet, la partie cours, donc préparation du cours. La plus grande partie du travail ne se passe pas dans la classe, mais dans la partie préparation. Pour un cours de 2 heures, quand je parle de pas grand-chose, par exemple, si je parle d'histoire d'Espagne, que je connais pas grand-chose en histoire d'Espagne, c'est environ 10 à 15 heures de préparation pour 1 heure de cours. Un cours dure environ 2 heures. Ça inclut la recherche, écriture du script, recherche d'images, montage du prédit. Pour une matière que je connais plus, par exemple l'histoire de l'Allemagne, Première Guerre mondiale, on peut compter 5 à 10 heures par heure de cours. Souvent, ça dépasse ce temps-là. En plus de prendre plus de temps, la préparation est la partie la plus importante pour s'assurer que le cours en tant que tel se déroule bien. Mis à part pour les informations pour le cours, la préparation permet de se sentir à l'aise devant un groupe de personnes, mais aussi de donner une bonne structure au cours. Et la structure, c'est extrêmement important parce qu'elle permet de se raccrocher si on perd le fil ou si on reçoit des questions déstabilisantes. On va revenir là-dessus plus tard. Autre élément très important à faire pendant la préparation est l'élaboration d'une narrative. Comme le public n'est pas là pour passer un examen, il est important qu'on le garde accroché. De mon expérience, une bonne narrative permet de garder l'attention des gens, de donner une structure au cours, mais aussi de souligner les éléments importants qui sont à retenir pour le public. Par exemple, lors du premier cours que j'ai donné l'an passé, Histoire de l'Europe contemporaine 1815 à 2015, j'ai exploré les dynamiques d'unité et de divergence entre les nations européennes à travers les grands événements, Révolution française, Congrès de Vienne, Printemps des peuples, colonisation de l'Afrique, les 2 guerres. À travers l'étude de ces moments, je posais la question, est-ce que l'Europe va vers une plus grande unité ou une plus grande dissociation? Cette question me permettait de donner de l'information sur les événements, mais aussi de les relier entre eux. En revanche, je faisais très attention à ce que cette trame narrative n'ait pas vraiment de bonne réponse à la fin, mais qu'elle suscite un questionnement. Se référer à la base peut créer une base. De mon expérience, ce qui est le plus difficile, c'est de trouver un référent commun. Selon Bournival et Camiran, il est important de se référer au connu du public pour que celui-ci soit en mesure de bien comprendre et d'assimiler les nouvelles informations qu'on lui apporte. Par exemple, il est très difficile d'expliquer à quelqu'un de comprendre les facteurs qui ont mené à la Deuxième Guerre mondiale si la personne ne connaît rien de la Première Guerre mondiale, ni même des conséquences économiques de celle-ci. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui possède les mêmes connaissances, alors bien qu'il serait complexe de trouver un référent commun pour discuter avec un seul individu, cette tâche est décuplée lorsqu'on s'adresse à une classe. Cette difficulté est encore accrue par la limite de temps imposée par le cours. Comme on ne peut pas parler de tout, il faut définir un cadre qui limite les sujets abordés. Par exemple, lors de mon premier cours d'histoire contemporaine 1815-2015, j'ai consacré le premier cours à traiter de Révolution française, puisque sa résolution mène au Congrès de Vienne, qui est à la base de mon cours. Par contre, pour expliquer la Révolution française, il faut traiter d'Ancien Régime. J'ai donc abordé l'Ancien Régime en 5-10 minutes, en surlignant à gros traits que c'était juste présent pour donner du contexte à la Révolution française. De cette façon, j'ai réussi à éviter beaucoup de questions sur l'Ancien Régime et qui n'auraient pas été pertinentes pour le reste du cours et créer un référent de base. Ce que j'ai remarqué dans les 2 cours que j'ai donnés et dans les nombreuses visites au musée, c'est que les gens vont souvent poser des questions par rapport à ce qu'ils connaissent au début. Par exemple, dans un cours que j'explique sur le Congrès de Vienne, à la 2e séance, j'ai beaucoup de questions qui s'apparentent à « Ouais, mais au Canada, il se passait quoi dans ce temps-là? » Est-ce qu'il n'y a aucun lien avec la matière que je donne? Les personnes tentent de faire un lien avec ce qu'elles connaissent pour ne pas être perdues, se raccrocher à quelque chose. Par contre, plus que le cours avance, plus que les questions deviennent en lien avec la matière, ressemblent beaucoup plus à « OK, mais l'Angleterre faisait quoi durant le Printemps des peuples? » Leur nouveau référent devient l'histoire de l'Europe déjà enseignée. On crée donc ensemble une base référentielle nouvelle, ce qui permet d'approfondir plus la matière qu'on enseigne. Il faut cependant se méfier de prendre pour acquis que le public a des références semblables. Dans mon cours actuel, Europe et ses défis 1945-2015, je croyais que mon groupe serait composé d'anciens et d'anciennes de mon premier cours. J'ai pas cru bon de faire un récapitulatif de l'entre-deux-guerres et du traité de Versailles. De plus, même si j'ai clairement vu en rentrant dans la classe qu'il s'agissait littéralement pas des mêmes personnes, j'ai pas cru bon de leur demander ce qu'ils connaissaient de l'Europe. Ce qui m'a apporté beaucoup de questions comme « Ouais, mais pourquoi l'URSS est communiste » ou « Hitler était-il juste vraiment méchant sans raison ?» Sans oublier les fameuses questions sur le Québec-Canada. J'ai donc dû improviser une explication sur la Révolution soviétique, Première Guerre mondiale, train avec Lénine, guerre russo-japonaise, en 5 minutes, sans être vraiment préparé, ce qui a donné un survol très peu structuré et franchement très dur à suivre. Ce qui aurait pu être évité, je n'avais pas pris pour acquis les connaissances du groupe, si j'avais simplement posé des questions au début du cours. Connaître large, pas profond. Une erreur que j'ai faite lors de la préparation de mon premier cours était de développer mes connaissances le plus profondément possible pour mon sujet, ce qui aurait été parfait dans un contexte académique.
Je me suis plongé en l'histographie du Congrès de Vienne pour être sûr d'offrir à mon groupe le plus d'interprétations possible de l'événement. Par contre, comme la majorité des étudiants et étudiantes ne connaissaient même pas l'existence et encore moins le fonctionnement du Saint-Empire romain germanique, ma connaissance de l'histographie est très rapidement passée dans le vide. Cependant, les questions connexes de surface ont abondé. Ce que j'ai retenu, c'est que pour s'adresser à un public de façon vulgarisée, il est important de maîtriser une matière large, mais non profonde. Je ne dis pas qu'il est inutile de faire des recherches approfondies, mais qu'il faut prioriser une connaissance générale des éléments entourant l'événement abordé, plutôt que de s'enfoncer dans les méandres de la précision. Dans la classe, par rapport à cette fameuse connaissance élargie du sujet, je crois aussi qu'il est important d'imposer ses propres limites. Je mentionne souvent les questions du public et ma façon d'y réagir. Je trouve que les questions et l'interaction avec la classe aident à garder les étudiants et étudiantes engagés dans le cours. J'aime aussi que les étudiants et étudiantes posent leurs questions pendant le cours et non à la fin. En revanche, je crois aussi qu'il est primordial d'imposer ses limites. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie le plus possible de dire quand je ne suis pas en mesure de répondre à une question de façon satisfaisante. Dans le pire des cas, j'essaie de revenir la semaine suivante avec des recherches et une réponse. De ce que je trouve le plus difficile, par contre, c'est de refuser de répondre à une question parce qu'elle dévie trop de la matière. Exercice difficile parce qu'elle va à l'encontre de l'idée que toutes les questions sont bonnes et qu'il faut les poser. En théorie, oui, mais pas en pratique. Parfois, il faut tellement dévier de la matière pour donner une réponse convaincante qu'on perd tout le monde et qu'il est préférable de ne pas y répondre. Je n'ai pas encore trouvé de façon satisfaisante de faire ça. Toujours autour des questions, j'essaie toujours d'être le plus flexible dans la préparation de mon cours. Je fais un effort particulier pour savoir à l'avance où je vais couper si je manque de temps, comme le 5 minutes qui s'en vient à l'instant. Merci beaucoup. En contrepartie, donc, je vais répéter ça parce que ce n'était pas très clair. Donc, j'essaie toujours de faire avant de commencer le cours, j'essaie toujours d'être flexible pour savoir où il faut couper si on manque de temps. En contrepartie, je prépare toujours du matériel en extra si le cours ne suscite aucune question ou si je suis beaucoup plus rapide que prévu. Je dis toujours, mais dernièrement, il y a 3 semaines, j'étais convaincu que j'avais assez de matériel pour 2 heures et même plus. Mais après 1h30, j'avais épuisé l'entièreté de la matière. J'ai donc été honnête avec la classe et j'ai organisé une séance de questions impromptues. Encore une fois, l'importance d'avoir une connaissance large pour répondre à plusieurs questions. En classe, j'accorde une importance particulière à la présentation visuelle, qui n'est clairement pas le cas ici, que je n'ai pas faite. Je m'efforce de mettre le moins de texte possible, sauf lorsqu'il s'agit de citations. J'essaie de mettre les images les plus captivantes possibles, mais pas trop captivantes, pour qu'elles déconcentrent tout le monde. Si on revient aux plusieurs types de publics, les images aident une partie de l'auditoire à mieux comprendre la matière. Donc, je m'efforce donc de traiter les images non pas comme un simple support visuel aux explications, mais plutôt comme une partie intégrante du cours à part entière. Rôle social. Le 3e point que j'aimerais aborder est celui du rôle social de l'enseignant et de l'enseignante devant une classe ou celui de l'engagement. En tant qu'enseignant devant une classe, on devient en quelque sorte une figure d'autorité. Avec l'acceptation de ce rôle viennent des responsabilités qu'il ne faut pas escamoter. En plus de la tâche de passeur culturel et de vecteur d'histoire, il est important de déconstruire les idées préconçues par rapport au sujet abordé, encore plus dans un contexte de désinformation grandissante comme le nôtre. Comme vous le savez, la vitesse où les fausses nouvelles se répandent est assez alarmante et ne pas saisir l'occasion de rectifier le tir en classe, selon moi, une erreur. Le développement de la pensée critique est essentiel, tout d'abord à la compréhension de l'ensemble du cours, mais aussi, comme d'habitude, à l'extérieur du cours. Comme les journaux télévisés, papier et Internet demeurent encore une grande source d'information, pas toujours fiable, il est important de rester à l'affût pour intervenir. De même que pour les différentes interprétations historiques d'un événement, les vecteurs d'information possèdent aussi des biais. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à les mentionner, car parfois les étudiants et étudiantes n'en sont pas conscients. Lors d'une des dernières séances de mon premier cours, une étudiante m'a posé une question avec une fausse prémisse tirée d'une émission de télévision dont je tairai le nom. Sa question s'est terminée avec le commentaire suivant. « Ben, en tout cas, ils l'ont dit à TV, ça doit être vrai. » Cette question m'a un peu troublé et m'a encore rappelé une fois l'importance du rôle social de l'intellectuel dans la cité. Par contre, ce qui m'a le plus étonné, c'est les records accusateurs et les commentaires chuchotés des autres étudiants et étudiantes à l'égard de la première personne qui croyaient difficilement qu'on pouvait affirmer une telle chose. Cependant, ce genre d'affirmation n'aurait pas vraiment fait réagir la classe au début de la session. Donc, on voit une évolution quand même. J'ai aussi remarqué une évolution semblable quant à la perception du communiste. Lorsque je traitais des conditions ouvrières du 19e siècle et de Karl Marx, plusieurs étaient dégoûtés à l'idée de traiter du communiste. On parle de gens qui ont été élevés durant la guerre froide. Par contre, plus la session avançait, plus les étudiants et étudiantes venaient me rencontrer à la pause, me demander, à la lumière des nouvelles informations, si les communistes étaient réellement des gros méchants ou si on leur avait menti par le passé. Ce genre de questionnement me rassure. Cependant, difficile de dire si c'est simplement anecdotique ou symptomatique du développement d'un appareil critique réel. Toujours par rapport à la responsabilité du rôle social, mais cette fois-ci pour l'enseignant ou l'enseignante, j'ai remarqué que le rôle d'autorité, une fois établi, reste pratiquement incontesté. Cela peut sembler une bonne nouvelle à première vue, mais ce qui s'avère être un défi de taille par la suite à affronter. Lors d'une conférence, un peu comme celle-ci, ou d'un travail scientifique, si on fait une erreur, il y a une grande chance que quelqu'un le remarque et nous le fasse savoir. En revanche, dans un cours, si je dis une fausseté, il y a très peu de chances qu'on me reprenne et, par conséquent, ça devient très facile de passer de la fausse information sans vraiment le vouloir.
Il faut donc être particulièrement rigoureux lors de l'élaboration des cours. Finalement, je crois que, comme je fais de l'histoire contemporaine, on demande souvent de commenter l'actualité avec une approche historique. Bien que cela peut sembler en contradiction avec le rôle social de l'historien que je détaille depuis tantôt à grand vent, je reste très frileux face à cette pratique. Trop souvent, je ne me considère pas avoir les connaissances nécessaires pour répondre à une question du genre « Ouais, mais Poutine est-il vraiment un nouveau Staline qui veut refaire l'URSS » ou « Donc, Trump, c'est un fasciste comme Hitler ». Le mieux que je peux faire, c'est de tenter de nuancer les propos tenus, mais encore, j'ai beaucoup de difficultés à trouver un équilibre sur ce terrain miné. Conclusion. Pour conclure, je crois qu'il faut faire un effort supplémentaire pour être en mesure de diffuser et vulgariser l'histoire. Il est important de prendre en compte que le public non initié ne recherche pas nécessairement les mêmes finalités lorsqu'il ou elle étudie l'histoire à l'université. Pour être en mesure de bien faire passer le message, il est primordial de s'adapter à son public et ne pas prendre pour acquis que les étudiants et étudiantes possèdent le même référent de base pour comprendre la matière enseignée. Selon mon expérience, ce défi peut être relevé par une bonne préparation basée sur les caractéristiques spécifiques de la vulgarisation scientifique. Cependant, il ne s'agit que des impressions personnelles d'un étudiant de maîtrise qui n'a assumé que 2 charges de cours dans son entièreté carrière et qui en a encore beaucoup à apprendre sur la matière, alors ne me considérez pas comme une figure d'autorité.